Exactement. Eh bien, on a entendu beaucoup de choses. D'abord, bonjour Jacques Beau. Bonjour André. Toujours heureux de vous recevoir. On ne vous présente pas. Vous êtes ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Vous avez participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Et vous avez écrit beaucoup de livres aux éditions Max Milo sur l'art de la guerre russe, tout ce qui s'est passé, le Z, etc., les Z, et comment l'Occident a conduit l'Ukraine en échec, justement, l'art de la guerre russe, et puis tous les autres livres que vous avez écrits, vous avez reçus pour ça. Mais là, il se passe quelque chose. D'abord, je voudrais avoir un peu votre opinion là-dessus, ou votre sentiment en tout cas. C'est que hier, le monde et médiatique et autres est en ébullition, au bord de l'hystérie. Ça y est, la troisième guerre mondiale est à nos portes. Le feu vert a été donné pour fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine, qui vont être missiles pilotés par les Américains et qui vont avoir une portée de 300 km, etc., etc. Et aujourd'hui, enfin hier très exactement, eh bien, je ne dis pas que ça s'est dégonflé, mais on disait, mais attendez, on n'a pas entendu vraiment Biden dire ça. Et le porte-parole du département d'État à Washington, interrogé là-dessus, dit, écoutez, je n'ai aucune mise à jour à vous dire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sous Biden? Alors, première question d'abord, Jacques Beau. Alors, vrai ou faux, info ou intox? Difficile à dire à ce stade, mais je pense qu'on va plutôt dans la direction de l'intox, parce que effectivement, on n'a pas eu de confirmation officielle de la décision américaine d'autoriser l'usage d'armes type missiles et notamment ATACMS dans la profondeur du territoire russe, c'est-à-dire au-delà de la zone de Koursk et au-delà de la zone de Kharkov, parce que c'était à l'origine, il y a eu une autorisation donnée par les pays occidentaux pour utiliser des armes sur le territoire russe, notamment lorsqu'il y a eu l'offensive russe de Kharkov au mois de mai. Oui. Mais cette autorisation était assortie d'une limitation géographique, si vous voulez. Alors, depuis, les Américains, surtout les Américains, à vrai dire, parce que les pays européens, notamment la France et la Grande-Bretagne, ont essayé de pousser les Américains à enlever ces limitations et à permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes de manière illimitée. Mais les Américains sont restés assez fermes cette position. Je pense que, en fait, il y a eu un bras de fer entre le département d'État avec Anthony Blinken et Joe Biden lui-même, d'ailleurs, qui penchait plutôt de ce côté-là, et puis le Pentagone, ou le ministère de la Défense, qui, lui, pensait que ça n'ajouterait rien du tout comme avantage à l'Ukraine, et qu'au contraire, ça allait provoquer davantage la Russie pour s'engager, pour détruire davantage l'Ukraine. Et que par conséquent, le jeu n'en valait pas la chandelle. Oui. Donc voilà ce qu'on avait. Et puis ces derniers jours, on a vu d'ailleurs le New York Times, il y a eu Politico, il y a eu un certain nombre de médias qui ont évoqué cette, entre guillemets, autorisation, mais chaque fois en utilisant des termes qui relativisaient, si c'est autorisé, on a parlé de limitation géographique, de nouveau, etc. Par conséquent, il y avait absolument aucune certitude que cette autorisation a été donnée, et en fait, on était avec une sorte une inflammation, si vous voulez, des médias, particulièrement en Europe. Les médias anglo-saxons étaient plus... En France notamment, il y a eu une poussée d'adrénaline très remarquée. Absolument, tout à fait. Alors ça fait partie un petit peu, d'ailleurs c'est ce qu'on a depuis le début du conflit. On s'aperçoit que les médias français ont tendance à mettre de l'huile sur le feu, à envenimer les propos et à exacerber des tensions, alors que du côté américain, alors les Américains sont vraiment pas pro-russes, mais quand on regarde, et je l'avais déjà évoqué d'ailleurs sur votre chaîne à plusieurs reprises, c'est que quand on voit même le New York Times ou le Washington Post, on a des journalistes qui se rappellent qu'ils sont journalistes, alors qu'en France, ils ont totalement oublié ça.
Oui, en tout cas, certains, on peut le dire, Jacques Beau. Mais non, je voudrais justement entrer dans le concret. Aujourd'hui, vous connaissez bien l'affaire. Si on avait si on avait les armes pouvant être utilisées en Ukraine, les armes de l'OTAN et les Russes, parce que ce qu'on a vu, c'est que Poutine à plusieurs reprises, d'ailleurs, il a fait un décret en disant que s'il y avait une agression conjointe, c'est-à-dire s'il se trouvait que l'Ukraine et les USA avaient participé à ce lancement de missiles, il n'hésiterait pas à utiliser des armes nucléaires. Il ne dit pas tactique. En tout cas, l'option nucléaire était mise sur la table. Alors, la question que je voudrais vous poser, mais très concrètement, parce que ça, on a toujours des suppositions. Aujourd'hui, je dirais le poids militaire en missiles et en autres de la Russie d'un côté et de l'OTAN de l'autre aujourd'hui. Je veux dire, le poids, je dirais, utilisable, parce qu'il y a la politique et il y a le militaire. Est-ce qu'il est égal ou est-ce qu'il est absolument asymétrique ? Alors, d'abord, on parlerait plutôt de dissymétrie que d'asymétrie. C'est une petite nuance, mais qui a son importance en termes stratégiques. Mais toujours est-il que l'OTAN, n'est-ce pas, sont les États-Unis du point de vue nucléaire. Alors, naturellement, vous allez me dire, il y a la France qui a toujours son arsenal nucléaire, mais qui, a priori, est utilisé pour défendre le sol national, donc le territoire sanctuarisé qui serait le territoire national français. Pour le reste, l'OTAN n'a que les moyens, d'ailleurs, c'est la fonction de l'OTAN, comme l'a rappelé d'ailleurs Jens Stoltenberg avant qu'il quitte ses fonctions. L'OTAN est une puissance, est une alliance nucléaire. La finalité de l'OTAN, c'est précisément de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. D'accord. Et donc, quand on parle de l'équilibre nucléaire, eh bien, ça se résume en fait, à les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, si on exclut naturellement la Chine, etc. Mais si on parle de l'espace euro-asiatique. Et là, on a... Alors, sur le plan des échanges ou des armes nucléaires stratégiques, je pense pas qu'il y ait beaucoup de modifications en termes de nombre. Il y a des différences en termes de qualitatifs, puisque les deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et les Russes de chaque côté, ont amélioré leurs arsenaux, les ont mis à jour, si vous voulez. Mais en termes de nombre, il n'y a probablement pas de grande différence et on est toujours dans le même équilibre de la terreur qu'on avait à la fin de la guerre froide. Par contre, dès lors qu'on parle des armes non stratégiques, c'est-à-dire des capacités de missiles qui, d'ailleurs que l'on voit tous les jours utilisés en Ukraine, mais avec des ogives classiques, certains de ces missiles pourraient être armés d'ogives nucléaires. Et là, on est sur une vraie dissymétrie parce que, apparemment, les Russes, dû au fait de la guerre en Ukraine et des menaces faites par les pays occidentaux d'ailleurs, parce que on a tellement menacé la Russie en prétendant qu'elle allait attaquer l'Europe, que finalement, si vous voulez, on a fait monter la mayonnaise sans grande raison, avec pour résultat que la Russie, elle, s'est préparée à une éventuelle confrontation et à multiplier la production de ces missiles, des missiles opératifs. Et d'ailleurs, elle agite l'option nucléaire, elle en parle très fréquemment, pas seulement Poutine, mais les autres. Évidemment qu'elle l'a évoqué, mais je rappelle que si on regarde soigneusement les déclarations de part et d'autre, on s'aperçoit que ce sont toujours les Européens qui ont commencé à parler de la menace nucléaire. N'est-ce pas ? En termes conventionnel, la Russie est très nettement supérieure, en tout cas à l'Ukraine. C'est ça. En termes non nucléaires, elle est supérieure. Oui. En termes non nucléaires, enfin, conventionnel. En termes non nucléaires, elle est très supérieure, et en grande partie d'ailleurs à cause de cette guerre en Ukraine qui a fait développer, si vous voulez, de manière importante son complexe militaro-industriel, et alors qu'en Occident, eh bien, on est du point de vue non nucléaire, on est en faiblesse, et c'est la raison pour laquelle je vous rappelle que c'était même le Jean-Yves Le Drian qui avait le 24 février déjà 2022, donc il y a 1000 jours, il avait lui-même évoqué la
l'usage de l'arme nucléaire. Il avait dit à Poutine qu'il ne devait pas oublier que l'OTAN était une puissance nucléaire. Et c'est après ces déclarations que Vladimir Poutine a dit qu'il lui aussi avait des armes nucléaires et qu'il était prêt à les utiliser. On a retrouvé ça en août 2022 lorsque Liz Truss avait elle-même déclaré qu'elle était prête à déclencher une guerre nucléaire globale s'il s'agissait de détruire la Russie. Donc, Jacques Beau, oui. Pardon, on s'interrompt pour une petite pause et on va continuer. On va parler effectivement de cet environnement et on aimerait vous entendre là-dessus. L'environnement à la fois stratégique et militaire, on le voit. On débouche sur quoi? Et surtout l'environnement politique avec l'approche arrivée de Donald Trump. Qu'est-ce que ça change? À tout de suite, on se retrouve tout de suite. Une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. defrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses... Ex-membre des renseignements stratégiques suisses et auteur de plusieurs livres justement sur la Russie et le conflit Russie-Ukraine et puis toutes ses conséquences, toujours aux éditions Max Milo. Jacques Beau, justement, vous disiez au début d'entretien que vous avez l'impression que c'est plutôt un tox. Et justement, est-ce que là, parlons un peu politique, et d'ailleurs, la politique n'est jamais loin de la stratégie. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, disait déjà un certain Clausewitz. Est-ce que l'arrivée dans 2 mois au pouvoir vraiment de Donald Trump a contribué à cette montée d'attention ou pas? Est-ce qu'on est de part et d'autre, est-ce qu'il y a eu utilisation de cette nouvelle donne américaine? À votre avis? Il faut bien comprendre que Donald Trump n'est pas un pacifiste. Mais c'est un réaliste pragmatique qui a très bien compris que le conflit en Ukraine était un conflit qui était perdu. D'ailleurs, ça n'est pas nouveau puisque déjà en novembre 2022, le Pentagone conseillait discrètement les Ukrainiens d'engager des négociations avec la Russie parce qu'ils avaient déjà constaté qu'en fait le conflit était déjà perdu. En fait, ce à quoi on assiste depuis 1 année et demie, c'est une sorte de combat d'arrière-garde qui est alimenté par les Occidentaux. On fait d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le New York Times, dans un article du New York Times d'hier ou d'avant-hier, l'auteur de l'article écrit qu'on peut dire que cette guerre en Ukraine est une guerre par procuration et qu'on a utilisé l'Ukraine en fait pour combattre la Russie. Et vous avez vu, Jacques Beau, juste un mot, vous avez vu que Matt Gaetz qui serait le nouveau ministre de la Justice, le Department of Justice américain, a dit, écoutez, on est en Ukraine parce que l'Afghanistan, on pouvait plus blanchir l'argent en Afghanistan, c'est fini, on l'a blanchi en Ukraine. Il va peut-être loin, mais enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ces affirmations seraient, mais on est un petit peu dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, le Kyiv Post, c'était le 1er septembre, sauf erreur, le Kyiv Post, donc on est dans un média tout à fait ukrainien, disait que la guerre en Ukraine n'était pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'était en réalité une guerre entre l'Ouest, l'Occident et la Russie. Donc les Ukrainiens eux-mêmes, en tout cas la population et les médias, eux, sont très au clair sur ce conflit. Alors, n'est-ce pas pour Trump qui cherche à reconstituer la grandeur des États-Unis, tout le fric qu'on dépense dans cette guerre en Ukraine, c'est en fait de l'argent qu'on met dans un trou noir qui disparaît et puis c'est à fond perdu. Et ça, pour un businessman, l'argent à fond perdu, c'est pas du tout l'esprit de la maison. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump, et d'ailleurs J.D. Vance a fait les mêmes déclarations, c'est des gens qui sont issus de l'économie, qui disent il y a un moment, ça sert à rien d'investir dans quelque chose qui ne vous rapporte rien, et donc il faut trouver une solution à ce conflit. Donc dans ce sens-là,
effectivement, Trump va plutôt aller dans une résolution du conflit. Mais effectivement, on a aussi du côté ukrainien, alors on a l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que Zelensky est actuellement en très mauvaise posture politique, et puis il a un petit peu sur le dos les ultras du régime, les anciens partisans des moustachus des années 30. Les bandéristes. Les bandéristes, exactement. Et ce sont ces gens qui poussent Zelensky à continuer. D'ailleurs, Zelensky a dit très clairement, c'était d'ailleurs dans The Kiev Independent, donc un média ukrainien, nous n'avons pas besoin de négociations, mais nous avons besoin d'armes. Donc oui, ça, mais ça a été, aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à négocier. Hein. Depuis hier, il dit ça, en tout cas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. De nouveau, le mot négociation doit être compris très différemment de part et d'autre. Pour Zelensky, la négociation, elle exclut par exemple, la question du territoire. C'est-à-dire que pour Zelensky, le territoire occupé par la Russie doit revenir à l'Ukraine. Doit être rendu, ouais. Donc il n'y aura pas de négociation sur cette chose-là, si vous voulez. Comme du côté russe, d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit le 14 juin de cette année, il dit pour entrer en négociation, je dis bien pour entrer en négociation, donc c'est pas l'objet des négociations, mais c'est la condition pour entrer en négociation, c'est que l'Ukraine se retire des 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, Donbass, et puis que l'Ukraine soit neutre ou pas membre de l'OTAN. Pas membre de l'OTAN, bien sûr. Pour entrer en négociation. Et puis de l'autre côté, de la part des Ukrainiens, oui, ils sont prêts à négocier, mais ils sont prêts à négocier, si vous voulez, la capitulation de la Russie. Donc on est sur on utilise le même mot, mais avec des significations très différentes de part et d'autre. Oui, sauf que juste un mot, Jacques Beau, vous avez dit vous-même que c'était plié quelque part, et vous n'êtes pas le seul à le dire. C'est ça le problème, c'est que si on regarde ce qui se passe sur le champ de bataille, si on regarde la réalité du terrain, si on regarde aussi la réalité démographique, la réalité économique et la réalité politique d'ailleurs, parce que vous avez une opposition qui prend de la force à l'intérieur de l'Ukraine, ou ce qui reste de l'Ukraine. Vous avez des mouvements de résistance dont personne ne parle, mais ce sont ces mouvements de résistance qui contribuent à la destruction des stocks de munitions à l'intérieur de l'Ukraine, qui sabotent les voies de chemin de fer. Exactement ce que faisait la résistance en France juste avant le débarquement en Normandie. Hein, c'est exactement comparaison audacieuse, mais intéressante. Non, pas si audacieuse, parce que sur le plan des activités, c'est exactement ça. Ouais, c'est-à-dire qu'ils font effectivement des destructions de dépôts de munitions, des destructions de convois. Ouais. C'est vraiment exactement le même type d'action. On en parle très peu. On en parle pratiquement jamais de cela. Enfin, vous êtes un des rares à en parler. On n'en parle jamais. Ouais. Et c'est pourtant une des principales sources de renseignements humains des Russes en Ukraine, sur le territoire ukrainien. C'est comme ça que les Russes savent quand il y a la réunion d'un, je sais pas, d'un état-major ou quand il y a une personnalité qui arrive dans un endroit, et c'est ce qui permet d'ailleurs la précision, s'explique la précision de certaines frappes russes, pas toutes, mais une grande partie. Donc tout ça fait qu'à l'intérieur de l'Ukraine, il y a une situation qui se dégrade, et par conséquent, le réalisme voudrait, d'ailleurs c'est ce que dit l'auteur de l'article que j'ai évoqué tout à l'heure dans le New York Times, il dit, en fait, Trump n'est pas contre l'Ukraine, c'est en fait une solution pour l'Ukraine que d'arrêter la guerre maintenant et trouver une solution. Avec 600 000 morts et tous les blessés, effectivement, on peut se poser des questions. Merci Jacques Beau, merci pour vos éclaircissements. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'univers entier s'enflamme en disant ça y est, le feu vert est donné. On voit que ce feu vert est en tout cas un feu orange. France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est sorti de la forêt amazonienne comme le dernier survivant des Indiens. Mais c'était pas le dernier survivant, c'était le dernier